Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis donc pour une nouvelle semaine. On va redémarrer avec la macroéconomie, parce qu'il y a eu pendant le week-end la validation du premier plan Biden de relance. Donc on va démarrer là-dessus avec Wilfried Galland. Après on ira à Dubaï, les amis. On ira à Dubaï rencontrer, alors pour le coup, un homme du retail que vous connaissez forcément. Régis Schultz, il a dirigé alors But, Castorama, Darty... et Monoprix, voilà, je crois. Non, pas Castorama, But, Darty, Monoprix. Déjà c'est bien. Là maintenant, en fait, il est à la tête d'une zone de chalandise d'à peu près 1 milliard de personnes autour des Émirats, d'une partie de l'Afrique, de l'Égypte, de l'Indonésie, de la Malaisie. Voilà, donc il nous racontera tout ça. Il travaille pour un grand groupe de distribution installé à Dubaï. L'immobilier, on va pas mal parler d'immobilier cette semaine et une petite rediffusion, mais je vous en dirai plus dans un instant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance. Salut Wilfried. Salut. Autour donc de ce qui s'est joué ce week-end, le plan de relance de Biden validé. Moi j'ai mis, j'ai mis... Alors en plus je te disais, c'est 5 000 milliards sur 2 ans. Mais c'est même pas 2 ans. Non, c'est même pas 2 ans. C'est même pas 2 ans, puisque le premier plan, il a été voté en mars de l'année dernière. Donc en fait, en l'espace d'1 an calendaire, on a voté en fait 3 plans consécutifs, et ces plans consécutifs, effectivement, c'est 5 000 milliards de dollars, c'est donc plus de 25% du PIB américain. 2200, plus 900, plus 1500. Exactement. Ouais, alors on va dire qu'on va les étaler sur 18 mois. J'ai fait mes petits calculs, c'est comme si l'Europe c'est 750 milliards d'euros, ouais. Donc à peu près 900 milliards de dollars. C'est ça. Il faudrait faire x2, 2 années de suite. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est phénoménal. Et encore, évidemment, on ne prend pas en compte, parce que ce serait du double comptage, mais quand même, la relance budgétaire, où on a quand même juste rajouté 3 000 milliards de dollars d'injection de liquidité. Alors, c'est nécessaire parce la que relance monétaire. La relance monétaire. On a juste injecté 3 000 milliards de dollars de plus. Alors, ça sert pour justement payer la dette qu'on va émettre pour payer le budget. Ouais. Mais pas que. Donc, en fait, il y a quand même en plus un petit effet monétaire. Donc, c'est juste considérable. C'est probablement le plan de relance le plus considérable de l'histoire, peut-être. Donc moi je le compare effectivement au plan de relance qu'on avait eu en 2008-2009 par les Chinois, à peu près là aussi 25% du PIB chinois, mais c'était 25% du PIB chinois, donc c'était pas du tout la même puissance qu'on peut avoir aujourd'hui avec le PIB américain. Mais je me souviens très bien de 2008-2009, en fait, on avait passé un seuil, c'était le fameux trillion, c'était les 1000 milliards. Ouais. Et on se disait, waouh, 1000 milliards. Exactement. 5 fois plus. Les 1100 milliards. Alors, parlons du dernier, là, donc des 1500 milliards, 422 milliards de dollars d'aide directe aux ménages. Oui. C'est-à-dire, c'est des chèques. Mais en fait, c'est la grande force des plans de relance américains. Chaque plan de relance américain se traduit par des chèques qui sont réellement physiquement envoyés directement aux ménages américains, je dirais même encore davantage aux ménages qui sont enregistrés auprès du Trésor américain. Nous, chez Montpensier, on a un commercial qui est franco-américain. Ça fait, il a jamais vécu aux États-Unis de sa vie, mais évidemment, il est connu de l'IRS. Il a déjà reçu 2 chèques, un de 1200 et un de 600 dollars. Et très content, il dit bah tiens, c'est l'administration Trump qui m'envoie un chèque de 600 dollars. Signé en plus avec la grosse signature de Donald Trump. Là, il aura celle de Joe Biden. Bien sûr, exactement. En dessous de. Mais alors, tu me surprends parce que je pensais que les salaires de Montpensier étaient un peu supérieurs. Parce que là, c'est quand même capé, c'est-à-dire c'est 80 000 dollars. Ouais. Il faut 80 000 dollars de revenus par an pour avoir le chèque. Mais là, c'est là où il est malin, c'est qu'en fait, ce sont les revenus américains. Donc les revenus, ils prennent juste en compte les revenus américains. Comme il n'a pas de revenus américains ou quasiment pas. Incroyable. Voilà, il en reçoit directement. Ouais. Bon. Grande question quand même, sur est-ce qu'ils en font pas trop en fait. En fait, c'est à la fois le montant et comme on vient de le dire, les modalités. C'est-à-dire que c'est injecté directement. C'est véritablement, c'est l'hélicoptère monnaie. Alors ça vient pas de la Banque centrale, mais c'est véritablement de l'hélicoptère monnaie. Et donc c'est une incitation directe, en plus connaissant les Américains, à de la consommation extrêmement violente et extrêmement rapide sur des montants qui sont effectivement considérables. Et le véritable problème, c'est est-ce que l'économie américaine déjà est capable d'absorber, ou est-ce que l'économie mondiale, là je pense que oui, peut absorber si l'économie américaine ne peut pas absorber ce choc de demande brutale. C'est une vraie question aux États-Unis. Hein. Il y a véritablement des calculs qui sont faits en disant on va injecter là 1900 milliards, mettons allez 2000 milliards. Probablement que l'économie américaine peut produire sans aucun problème entre 500 et 1000 milliards de dollars supplémentaires, globalement.
Est-ce que les 1900 milliards vont être consommés à 50%, à 100%, à 150%? Mais non, mais ils vont être consommés en produits chinois, quoi. Surtout en plus. Ça veut dire qu'il va y avoir en plus un creusement du déficit commercial qui va être historique aussi. Effectivement, la limite de tout ça, c'est est-ce qu'on ne va pas générer énormément d'inflation? Pour ne pas générer d'inflation, il faut garder les canaux d'importation ouvert et extrêmement fluide. Donc déjà, on a déjà supprimé les taxes avec l'Europe, donc ça c'est déjà on va en dire un mot de ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais donc il faut effectivement qu'on alimente tout ça. Et c'est pour ça que moi je comparais ça au plan chinois de 2008-2009, parce que le plan chinois de 2008-2009, ce qu'on a beaucoup dit, à juste titre, c'est qu'il avait évidemment aidé la Chine, mais il avait surtout aidé le monde à se relancer avec des machines excavatrices, avec de l'immobilier, et après en vendant des voitures, des produits de luxe, etc. Là, en fait, on va avoir d'une certaine façon la même chose. C'est-à-dire que ce consommateur en dernier ressort, qui est le consommateur américain, extrêmement puissant, il va aller alimenter les usines du monde et il va aller consommer des voitures allemandes. Sauf qu'elles sont déjà en surchauffe, les usines du monde. Sauf que tu trouves plus une seule puce informatique, sauf que tu payes le cuivre au prix de l'or, sauf que tu n'as plus un container si tu veux embarquer des chaises longues pour cet été. Enfin, et donc, oui, tu es en train de provoquer la surchauffe. Donc, le véritable sujet, c'est le pari de Joe Biden, c'est que, en fait, ces surchauffes-là sont des surchauffes extrêmement ponctuelles qui sont liées à un effet de surstockage, qui sont liées à un certain nombre d'éléments. De toi sur le extrêmement ponctuel, là? Sur les semi-conducteurs, moi, tous les gens avec qui je discute, non, mais je pense que c'est le pari. Dans les Échos à la fin de la semaine dernière. Je pense que c'est le pari de l'administration américaine. Je pense que c'est un pari qui est quand même très audacieux. L'autre pari de l'administration américaine, c'est que l'impact sur la consommation ne va pas être immédiat. C'est-à-dire que quand on voit effectivement les premiers plans de relance, c'est différent parce que le vaccin arrive, voilà. Mais les premiers plans de relance n'ont été consommés qu'entre 20 et 25% aux États-Unis. Donc ils se disent, en fait, la consommation, elle va arriver progressivement. Donc le temps que la consommation arrive, on aura l'espace nécessaire pour résoudre ces problèmes-là. Je mets du carburant, ils vont épargner, même si ça ne leur ressemble pas. Voilà. Mais globalement, pour l'instant, c'est quand même ce qu'ils font. Ils sont montés jusqu'à 20% de taux d'épargne aux États-Unis. Ils sont encore à plus de 10%, donc ce qui est beaucoup pour les États-Unis. Et donc, ils vont épargner et ils vont aller jouer à la bourse sur Robinhood. Voilà, exactement. Voilà, et puis un peu de Bitcoin. Voilà, et puis progressivement, ça va se lister au fur et à mesure qu'ils vont avoir confiance. Le problème de tout ça, c'est qu'on sait très bien que l'économie américaine, c'est probablement la plus réactive et la plus souple qui soit. Et donc, ça peut aller très très vite, surtout quand on voit qu'aux États-Unis, l'épidémie, elle est en train quasiment de disparaître. C'est-à-dire qu'on était à 200 000 contaminations par jour aux États-Unis au début janvier. Là, on est à moins de 40 000. Du fait de la vaccination ? Du fait de la vaccination, du fait peut-être d'autres phénomènes que moi je n'explique pas nécessairement, on est à 17%. La grande différence, c'est qu'ils ont, je crois que c'est la moitié des écoles encore qui sont fermées, par exemple. Voilà, mais on est à 17% de personnes qui ont reçu une injection aux États-Unis. Voilà, 17%. Donc c'est effectivement beaucoup. Mais là, effectivement, on est en train, l'épidémie est véritablement en train de disparaître. Donc si la confiance est là, on pourrait avoir un shoot de consommation très fort. Là, aujourd'hui, les prévisions de croissance aux États-Unis, jusqu'à présent, on était autour de 5%. Le FMI, la Banque mondiale disait entre 5 et 5,5%. Là, tous les instituts, ce week-end, ils ont commencé à le faire. On a eu Goldman Sachs, on a eu Oxford et on a eu Bank of America. Les trois sont entre 6,5 et 7% déjà. En disant, on ne pensait pas que le plan de relance, il allait être validé à 1 900 milliards. On pensait que ça allait être 1 000. Et c'est 1 900. Alors c'est 1 900, mais en face, ils renoncent au salaire minimum, essentiellement pour des raisons de procédure d'ailleurs, mais ils renoncent au salaire minimum. Mais ils n'ont pas renoncé à leur futur plan d'infrastructure. Mais voilà, futur plan d'infrastructure, mais enfin, j'ai l'impression que depuis que je suis l'économie, j'entends parler de plan d'infrastructure. Oui, toujours. Oui. Obama avait un plan d'infrastructure, je pense que Reagan avait un plan d'infrastructure. Enfin, Clinton, ça lui a pas porté chance. Clinton avait un plan d'infrastructure. Un plan d'infrastructure. Bon, mais on va pouvoir leur vendre du Bordeaux, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est un signe important? Donc c'est essentiellement les sanctions commerciales liées aux différents Airbus Boeing qui sont levées des deux côtés en Europe et aux États-Unis. Sont suspendues pendant 4 mois. Tu as raison, suspendu le terme, et donc notamment tout ce qui touchait le secteur viticole. Le secteur viticole français. Est-ce que c'est le signe d'une détente, d'un choix de Biden d'à nouveau faire alliance économique, commerciale avec l'Union européenne? Oui, je pense. En fait, ce qui est très clair, c'est que ce qu'a précisé Anthony Blinken, le secrétaire d'État, c'est il a précisé son plan vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Europe. Vis-à-vis de la Chine, il a dit il est nécessaire d'être en concurrence quand on le doit, en partenariat quand il le faut, et en antagonie, ce qu'il appelle, quand c'est nécessaire. Et donc, il y a une espèce d'approche un peu multidimensionnelle vis-à-vis de la Chine. Et il dit pour ça,
on a besoin de nos alliés. Ouais, c'est ça. Et donc, on a ce côté, alors on le voit très clairement avec ce fameux groupe Quad qu'il est en train de ressusciter, c'est-à-dire entre le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, en disant on va vous mettre ensemble autour des États-Unis en disant... Ce que Trump avait perdu d'ailleurs dans une alliance de libre-échange dont on avait parlé ensemble, signée par la Chine, les Japonais, les Australiens. Ça a été la première décision de Donald Trump quand il est rentré. À la maison, quoi. Ouais. C'est dire, je supprime le fameux partenariat transpacifique qui était bâti autour des États-Unis pour exclure la Chine. La Chine revient à l'intérieur, évidemment, profite de l'aubaine. Et là, les États-Unis, avec Biden, disent « Ok, on a bien compris. Maintenant, il s'agit effectivement de jouer sur nos alliés et d'être en concurrence avec la Chine, en compétition, en antagonie, mais aussi parfois en partenariat sur des dossiers climatiques ou autres dont on sait qu'on a besoin de la Chine. Donc une approche peut-être un peu plus subtile, une véritable approche de puissance. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour obtenir un certain nombre de buts et non pas une attitude. Trump avait une attitude, Biden a une approche de puissance. Dans cette approche de puissance, on a besoin d'alliés. Et l'allié numéro un, effectivement, on a le Japon, la Corée, l'Australie du côté Pacifique, et on a besoin surtout, c'est le premier principe de la guerre, ne pas avoir des guerres sur les deux fronts. Donc d'alléger le front européen et de dire, on a besoin de vous, en particulier maintenant on a une nouvelle gouvernance à l'OMC, on a aussi besoin de vous pour que cette gouvernance soit aussi un peu américaine. Donc on a besoin des alliés. Ouais. Bon, il nous reste une 30. On n'en fait pas assez, nous, face à ça, nous, Européens, là face à ces 5 000 milliards, là, on joue petit bras en fait, on joue à l'européenne. C'est-à-dire que l'Europe, c'est d'abord un peu le plus petit dénominateur commun. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire il faut que tout le monde soit embarqué. On a quand même fait un pas de géant en disant l'Europe va émettre des dettes pour la première fois dans un volume significatif. Donc ça, c'est quand même significatif. Après, la problématique, c'est que la mise en place est extrêmement lente. C'est un peu le problème européen. On est sur une grosse machine, un peu façon administration française. Ça prend énormément de temps. Nulle part, il y a cette idée d'envoyer directement de l'argent aux gens. Non. Nulle part. Non. Dans aucun plan de relance, ça ne nous ressemble pas. Parce que le véritable problème, c'est qu'on veut, et c'est également un problème français, on veut flécher. Ouais. On veut être sûr que ça aille, entre guillemets, au bon endroit. Ouais. Sans dire, ce sont les acteurs économiques qui savent d'abord et avant tout ce qu'est le bon endroit. Approche américaine, les acteurs économiques savent ce qui est bon pour eux. Approche européano-centrée, jacobine. Nous, on sait ce qui est bon pour l'économie. Ce sont les fonctionnaires qui savent. On verra qui aura raison. Wilfried Galland, stratégiste Montpensier Finance, donc notre premier invité sur Bismart. Et maintenant, on file à Dubaï. On est donc avec Régis Schultz. Bonjour Régis. Bonjour. Ravi de vous revoir. Donc, alors je le disais en sommaire, mais j'ai fait la liste là, quand même. But, Darty, Monoprix, j'en oublie pas, les grands distributeurs que vous avez dirigés en France avant de vous expatrier. Exact. La liste est bonne. Donc maintenant, c'est Al-Futtaim Retail. Vous me racontez un petit peu. En fait, c'est un grand distributeur de marques internationales, c'est ça que vous dirigez en ce moment, Régis ? Oui, en fait, c'est un conglomérat donc, dans lequel il y a plusieurs divisions. La plus grosse, c'est de l'auto, mais la division dont je suis en charge, c'est le retail. Et dans le retail, on est le partenaire d'IKEA sur la région du Moyen-Orient. On est le partenaire de Marks & Spencer depuis l'Égypte jusqu'à Singapour. Donc, on a toute cette géographie-là, en fait, qui descend vers Singapour. On est le partenaire de Inditex, donc Zara, sur l'Asie, Thaïlande, Singapour, Malaisie. On a la marque Toys R Us sur l'ensemble du Middle East. On a Sandro, Mage, un certain nombre de marques de fashion dans le portefeuille. Et puis, on a du bricolage avec Ace sur la région. On le voit alors, derrière vous d'ailleurs, hein, voilà, on révise notre géographie, il y a l'Indonésie là, qui est donc à votre gauche, on a évidemment les Émirats, on a l'Arabie Saoudite avec effectivement l'Égypte, et puis, alors on ne le voit pas là, mais je vous l'avais demandé, c'est la Malaisie qui est aussi derrière vous, c'est-à-dire c'est des centaines de millions de consommateurs. La zone de chalandise, si on peut parler comme ça, Régis, c'est quoi ? C'est 1 milliard de consommateurs ? Oui, un peu moins que ça, mais oui, c'est pas loin de ça. Oui, c'est pas loin de ça. Et alors, ça fait un petit moment maintenant, mais enfin quand même, comme vous avez donné peu d'interviews depuis, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher avec vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le sentiment finalement que l'ensemble de ces consommateurs émergents ou émergés pour certains d'entre eux, alors Singapour, il y a longtemps que c'est fait, mais enfin, Malaisie, par exemple, c'est en train de se faire, l'Égypte, c'est en train de se faire, ils vont avoir des comportements qui vont se rapprocher des nôtres ?
Oui, je pense qu'en particulier sur le Middle East, on a quand même beaucoup de choses qui sont assez proches de ce qui se passe en Europe. L'Asie est un peu différente, a des évolutions un peu différentes, mais je pense qu'il y a ça et puis il y a aussi le fait d'avoir une expérience, au travers de tous ces métiers. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans ma carrière et vous avez, donné l'ensemble des enseignes, de toucher à l'ensemble du monde du retail, du food jusqu'au non-food et je pense qu'on est peu à avoir eu l'occasion de diriger, dans toutes tes activités retail. Et donc, je pense que c'est ces activités multiples qui les ont intéressés dans mon parcours. C'est quoi votre enjeu là aujourd'hui? Est-ce que c'est comme vous le faisiez quand on discutait ensemble de Monoprix par exemple, la transition digitale? Oui, alors il y a eu un premier enjeu pour moi qui était le portefeuille d'activité. C'est quoi, parce que quand vous avez, c'est vraiment ce que moi je vois de différent dans mon job d'avant où j'avais une enseigne à gérer là j'ai une portefeuille que ça soit géographique et d'enseigne et de secteur et c'est déjà de se dire c'est quoi sur quoi je veux focaliser, c'est quoi sur lequel je veux créer de la valeur et où je veux créer de la valeur. Donc j'ai après, bien évidemment, il y a le digital, mais c'est une transition qui est, mais c'est la deuxième priorité. La première, c'est où je vais investir, sur quel domaine. On a fermé des magasins, on a vendu des pans d'activité, etc. Donc, Ouais, qu'est-ce que je fais de mon portefeuille revoir le portefeuille d'activité? d'activité. Voilà. Mais Et ça, est-ce que c'est très alors intéressant. à la lumière du Covid, alors justement parce que, j'ai envie de vous entendre là-dessus quand même, les enseignements. Est-ce que alors d'abord, est-ce que, il y a eu en Occident un choc considérable sur, le retail? Mais vraiment considérable, avec des plans d'aide plus ou moins importants en fonction des pays. Est-ce que le choc a été le même sur les pays que vous administrez aujourd'hui, Régis? Et puis, comment est-ce que vous voyez justement l'évolution des comportements de consommateurs et peut-être, de vos portefeuilles de marques? Alors, je dirais que le choc a été plus ou moins important. C'est marrant parce que enfin, c'est marrant. Quand c'est arrivé, moi, je pensais que Singapour était le pays qui s'en sortirait le mieux. Et en fait, c'est le pays qui a été le plus restrictif et sur lequel on a eu le plus de jours de fermeture. Les Émirats s'en sont extrêmement bien sortis avec une qualité du leadership et des actions prises qui ont fait que on a franchement peu souffert sur la partie Moyen-Orient. C'est celle qui a le moins souffert. Malgré Et le tourisme, hein, malgré le tourisme. malgré le tourisme, parce que le tourisme représente qu'une part et puis il ne faut pas oublier qu'une grosse partie du Moyen-Orient vient faire du tourisme en Europe et n'est pas venue. Donc on a eu un très, très bel été. Parce que normalement l'été, une grosse partie, des personnes vont en Europe et ne sont pas allées en Europe. Donc en réalité, on a eu le phénomène un peu inverse, c'est-à-dire qu'en fait les gens n'ont pas voyagé et ça a été, une consommation intérieure, en particulier sur la maison. On voit les mêmes trends que ce qui s'est passé dans le monde entier, c'est-à-dire la maison en a profité. Notre plus gros business, c'est IKEA et on a fait mieux que notre budget sur IKEA l'année dernière, donc avec pourtant des jours de fermeture, etc. On voit aussi le trend du e-commerce. En fait, tous les trends qu'on voyait se sont accélérés. Mais fondamentalement, ça n'a rien changé réellement. Simplement, ça a été un accélérateur sur la perte de vitesse du fashion et tout ce qui est le fast fashion, la montée de la maison comme étant un lieu sur lequel on veut investir et on veut vivre, et puis le digital. Et je pense, mais tout ça, c'était déjà existant. En fait, on avait pris des décisions, nous, avant, qui étaient déjà orientées dans ce sens-là. Ça veut dire que alors, perte de vitesse du fashion, ça m'intéresse. C'est-à-dire le retail et la mode, c'est fini? Non, c'est pas fini, mais je pense que c'est surtout la notion de surconsommation ou de volonté, de renouveler sans cesse, au niveau des clients où la demande est plus faible. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause un petit peu de ce que les gens ou de ce que les clients vivent comme une surconsommation, quoi. Ouais, ce qui était le modèle Zara, par exemple, avec une rotation très, très, très rapide de l'ensemble des collections. Il va falloir se ralentir là-dessus. C'est Même meilleur si je reprends votre portefeuille, c'est meilleur pour Sandromache que pour Zara finalement comme, Ben non, parce qu'en fait, globalement, ça a amené Zara, la force, c'est la capacité de réagir très vite. Et donc, ils s'en sont sortis plutôt bien parce que pas de stock qui reste, etc. Donc, le modèle de gestion rapide n'est pas celui qui est remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la consommation totale de vêtements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on se dit, bah, j'ai pas besoin de tout ça et donc j'en achète moins. Mais les gagnants sont toujours les mêmes. Ça change pas les gagnants.
Mais ça change un tout petit peu parce on a vendu beaucoup chez Marks and Spencer de pyjamas, etc. Parce que la partie à la maison, les gens sont restés à la maison. Donc il y a un petit changement. Mais sinon, sur les gagnants, ça change pas trop les gagnants parce que le fait d'avoir une supply chain réactive, d'être capable de réagir au plus vite, fait toujours gagner, quoi. Ah, le pyjama Marks Spencer comme gagnant de la crise, je l'avais pas eu Oui. celui-là, Ah, Régis, encore. Non, définitivement le gagnant. ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est un acquis. C'est-à-dire, on va pas non plus renouveler les pyjamas tous les 3 mois, quoi. Ils sont là pour un petit Oui, moment. mais Le quand on le met stock de plus pyjamas est souvent, fait, là. mais quand on le met plus souvent et qu'on reste en pyjama en dessous et qu'on met que donc on doit le changer plus souvent. J'ai presque envie de vous demander de vous lever là pour savoir ça. Non, Bon, je suis au bureau, je alors, suis au bureau. si on prend, alors, par exemple, une marque comme Ikea, la façon dont vous gérez les choses aujourd'hui, c'est-à-dire, vous êtes comme un franchisé, vous prenez l'ensemble des impulsions de la marque et vous n'avez pas votre mot à dire, ou il y a du dialogue et de la discussion vu l'importance de ce que vous représentez? Alors, bien évidemment, la marque, et selon les marques, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins de dialogue et plus ou moins d'adaptation, mais avec IKEA, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On profite de l'expérience d'IKEA mondiale, de la développement des produits, etc. Et puis, on les localise. Et c'est extraordinaire de voir que c'est les mêmes produits qu'en France, mais avec des room sets. Si vous venez à Dubaï, vous allez voir que les mises en valeur du meuble sont différentes et ça donne un côté très local avec des meubles qui sont les mêmes. Et donc, ça montre toute la force de la décoration, de la capacité des équipes de s'adapter. Mais on est capable, avec des produits qui sont les mêmes, hein, le catalogue, on a 15% de gamme qui sont propres à nous, mais c'est pas significatif sur le total. Mais par contre, dans la façon de les mettre en valeur, la façon de faire la décoration, la façon de mettre la taille des expos, on arrive à vraiment localiser le produit et je trouve que les équipes là-dessus j'étais la semaine dernière à Toujours local, ça veut dire, Leclerc. Régis, les équipes, c'est-à-dire, c'est des. Ouais, toujours local, forcément. Alors, bien évidemment, sur Dubaï et sur l'UAE, en fait, il y a 90% d'expatriés, donc Non, mais quand je dis local, local, c'est… c'est-à-dire c'est des équipes qui sont Oui. forcément en phase avec ce qui se passe dans le pays, en fait. C'est Tout ça à l'idée, fait. quoi. Ouais. On visite des maisons, on visite les maisons de nos clients, on essaie de voir comment ils sont utilisés les meubles. Et donc, quand on est en Égypte, la semaine dernière, on ouvrait un magasin Ikea en Égypte, et c'est extraordinaire de voir, ils recréent des intérieurs de maisons égyptiennes tout en utilisant des meubles Ikea et en localisant et en mettant la déco, on arrive à en faire quelque chose qui est très localisé. Et là, Ikea vous fait confiance et vous laisse faire. Oui, et ça, Ouais. c'est nous qui le faisons. Ça, c'est vraiment notre expertise à nous. Nous, on amène l'expertise, la gestion humaine de tous les services. Par exemple, ici, il y a beaucoup plus de services chez IKEA. La partie faire les plans, les livraisons, etc., c'est venu très après. Nous, on a commencé par ça parce qu'ici, le niveau de service est plus élevé. Donc, on fait l'installation, etc. On fait beaucoup plus de choses que ne fait IKEA. Donc, toute cette partie-là, on l'adapte de façon à ce que le format soit gagnant dans nos pays. Le niveau de service est plus élevé. Ah oui, Dans largement. le retail des pays dans lesquels vous opérez aujourd'hui, le niveau de service est plus Oui, élevé, oui, Régis. oui, 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 beaucoup plus élevé et plus qualitatif. Oui. Et ça, c'est parce que, évidemment, il y a. Mais je sais pas, justement, enfin, je sais que je crois que vous souhaitez vous développer en Afrique, enfin, un peu aller voir un petit peu ce qui se passe. Et là, Amazon n'y est pas franchement. Sur les pays où vous êtes, là, si je regarde par exemple l'Indonésie, Amazon existe ou ils sont pas encore sur ces pays-là Alors, Amazon est très présent sur le Moyen-Orient, vu qu'ils ont racheté un des acteurs, donc ils sont leaders du marché sur le Moyen-Orient, donc ils ont une grosse base installée. En Asie, c'est plus Alibaba qui est le Ouais. principal concurrent. Donc, en fait, le monde est un peu divisé en deux, avec d'un côté, on va dire, les États-Unis, l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient, où c'est un monde Amazon, et puis de l'autre côté, dès qu'on passe de l'autre côté, on arrive. Alors, l'Inde est entre les deux, vu qu'il y a une bataille entre les deux en Inde. Et puis après, on passe sur le monde Alibaba. Vous êtes sur la ligne de front. Et alors, est-ce que cette qualité de service, justement, elle permet des stratégies de résistance qui sont plus efficaces que celles qu'on peut avoir en Occident ou que vous avez pu essayer de bâtir en France? Non, je Pas pense que forcément, non, c'est pas le sujet, pas, quoi. pas forcément. Je pense que euh, c'est
c'est l'accès aux produits qui est plus compliqué ici. Donc, l'importation des produits, la logistique qui fait qu'il y a une barrière à l'entrée qui est plus élevée, je pense. C'est ça qui protège plus, parce que c'est vrai que en Europe, on va avoir un choix qui est plus facile d'un point de vue logistique. C'est-à-dire que les marchés étant grands, on peut localiser beaucoup de produits. Amazon, faire du next day sur beaucoup de produits ici, c'est plus compliqué parce que c'est des petits marchés. C'est une somme de petits marchés. Donc, au Ouais. total, c'est un gros marché, mais c'est une somme de petits marchés. Donc, la capacité à faire du J+1, si vous n'avez pas le stock dans le pays, c'est très compliqué, et plus compliqué, quoi. Alors, c'est moins vrai. Et c'était moins vrai sur Dubaï. Dubaï, vous êtes capable d'avoir des colis. Vous pouvez faire une commande sur Internet aux US et l'avoir en 3 jours au moment où il y avait beaucoup de vols. Maintenant, c'est un peu, vu qu'il y a moins de vols, c'est passé à une semaine, mais il y a beaucoup de cross-border. Donc, en fait, tous les Chinois font du cross-border, n'opèrent pas directement. Donc, avec des niveaux de service plus faibles, ce qui vous laisse plus de possibilités de vous différencier par la livraison et par le fait d'avoir le stock. Bon, il y a une French touch dans la façon dont vous gérez les choses, dont vous managez, dont vous administrez ce groupe très important, Régis? Je sais pas, je pense que ça permet aussi à des marques françaises de se développer ici, parce que dans mon portefeuille, j'ai pas mal de marques françaises, donc et on Et discute vous en avec. faites enfin, vous essayez au maximum justement de jouer cette carte-là? Non, mais on essaye Non. toujours. Bah, je suis français et c'est vrai qu'on a cœur à mettre en valeur ce qu'on fait bien dans notre pays. Vous continuez à suivre l'actualité retail un petit peu à travers le monde. Vous avez vu nos aventures Carrefour Couche-Tard, là, si je vous demande votre sentiment là-dessus, ça vous inspire Ah, quel commentaire, Régis? ouais, je trouve que c'est dommage pour Carrefour. C'est une très très belle enseigne et je trouve que Carrefour, enfin, ça ne devrait pas être une proie, ça devrait être un prédateur. Ouais. Et vous les connaissiez, les Canadiens de Couche-Tard, vous? Oui, Je forcément. pense que Non? personne, non, je pense que personne. Les gens qui opèrent des stations-service, franchement, c'était. Enfin, Mais est-ce que votre sentiment, c'est que ce monde de la grande distribution aura besoin, on redonne les chiffres parce que quand même, il faut les avoir en tête, hein. Vous avez le géant considérable Walmart à 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vous retombez. Alors évidemment, vous avez Amazon qui se balade autour des 200 milliards. Et ensuite, vous avez pas mal de groupes comme ça qui sont autour des 100, 150 milliards, ce qu'aurait été d'ailleurs Carrefour Couche-Tard. Vous pensez qu'on va vers de la consolidation justement à l'échelle mondiale? Moi, je trouve très intéressant ce que vous me dites sur l'idée finalement de réflexes et de comportements qui sont les mêmes peu ou prou sur les marchés que vous opérez. Et donc, il y a bien une classe moyenne mondiale là, où il pourrait y avoir forcément des économies d'échelle. Comment est-ce que vous regardez les choses? Oui, après c'est la capacité, on le voit bien, hein, IKEA aujourd'hui, il a besoin de partenaires franchisés. Donc la capacité à localiser le produit, elle est quand même clé. Donc ce modèle-là, après, vous pouvez le faire sous la forme de partenariat ou la forme d'acquisition, mais la capacité de localiser quand même vos gammes, votre façon de faire du business, elle est quand même importante. Donc je pense que acheter pour acheter, Walmart l'a bien compris, hein, il est resté. Walmart, je trouve que c'est un bel exemple que n'a pas su faire Carrefour. Il a pris le digital plutôt que d'essayer de se multiplier sur les pays. Il a pris le digital, il a mis les moyens. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il reste une guerre qui n'a pas été gagnée, qui n'a pas été perdue, c'est l'alimentaire, quoi. Et Amazon n'y a pas été. Donc, et le pari de Walmart, pour avoir discuté avec eux, c'est vraiment de dire au travers de l'alimentaire, si je capture l'alimentaire, je regagnerai le non alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on achète de l'alimentaire toutes les semaines et donc je connaîtrai mieux mon client qu'Amazon et je vais le reprendre. Et aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui aux États-Unis, c'est cette guerre-là. Ce que vous aviez peut-être compris avec Monoprix quand vous aviez lancé l'alimentaire de Monoprix sur Amazon, mais c'était une autre époque, hein, Régis. Oui, oui, parce que et je pense que vraiment c'est cet enjeu-là que Carrefour doit prendre parce que si vous avez l'alimentaire, vous avez gagné à long terme, quoi. Bon, vous y êtes pour un moment à Dubaï? Oui, on ne sait jamais, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Régis, en tout cas, hein. Merci Merci, merci, pour ce moment que vous nous avez accordé et bonne journée, bonne fin de journée, toute fin de journée à Dubaï. Et nous, on merci. continue Bismart.
On repart les amis, on repart. Alors, on va pas mal parler d'immobilier d'ailleurs durant toute cette semaine. Tiens, tenez, c'est Alain Dinin, le premier promoteur de France qui sera avec nous mercredi. Oui, voilà, c'est ça, mercrredi. Donc on discutera avec lui largement de ce qui est quand même le résidentiel, qui est la base de ce qu'il fait, même si quand même Alain Dinin, Nexity va un peu sur vos plates-bandes, Éric Groven. Mais là, avec Éric Groven, le président de Sogeprom, donc la filiale de promotion immobilière de la Société Générale, on va parler des bureaux. Donc j'ai mis nouvelle donne pour l'immobilier de bureau, sans point d'interrogation. Même si je pense qu'on est... Quelle est la situation? Donc, vous êtes, au cœur des choix et des arbitrages qui sont faits en ce moment, Éric Groven. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une nouvelle donne? Alors moi, j'aurais mis plutôt un point d'interrogation parce que il faut y aller. Il y a beaucoup plus d'interrogations que de certitudes. À quoi ressemblera le bureau? À quoi ressembleront les locaux, les bâtiments après la crise? Nous ne le savons pas encore. Pas encore. On ne le sait pas encore parce que la crise sanitaire, malheureusement, elle n'est pas finie. Ça n'est que lorsque la vie normale aura repris que l'on pourra voir comment l'impact de long terme se mesure. Aujourd'hui, on a des signaux qui sont contradictoires. Par exemple, avec le premier confinement, les salariés ont découvert le télétravail. Et dans un premier temps, ils ont aimé ça. Ça leur évitait de prendre les transports, les bouchons. Et aujourd'hui, nous assistons à une demande croissante de salariés qui veulent revenir sur site, au point que faire respecter la norme des 20% qui correspond à la journée de travail que les gens ont le droit de faire sur site, c'est difficile. Donc on a à la fois la pérennisation du télétravail et des collaborateurs qui veulent revenir sur site. En même temps, si vous regardez la demande de mètres carrés, ce qu'on appelle la demande placée des entreprises. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un côté, il n'y a pas de règle de proportionnalité entre le nombre de jours de télétravail et le nombre de mètres carrés. Par exemple, si on instaure des tiers-lieux qui seraient des espaces intermédiaire entre le domicile home office et l'office classique, on aura une demande supplémentaire de mètres carrés. Donc, l'équation a beaucoup d'inconnus. Et moi, j'aurais mis plutôt un point d'interrogation. Si on prend l'Île-de-France, vos tiers-lieux, on les voit bien le long de la 86, quoi. Voilà, enfin, le long des grandes rocades qui entourent l'Île-de-France et qui évitent effectivement des déplacements. Et il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a encore aucune indication dans les choix qui sont faits par les entreprises d'éléments, parce que ils commencent à réfléchir, on discute avec eux. J'aime beaucoup d'ailleurs récemment un DRH qui me dit il va falloir réinventer un pacte social. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même intégré l'idée que, allez quoi, à peu près la moitié des tâches vont être faites en télétravail. Alors, on est en train de réinventer le pacte social parce que nous avons, les grandes entreprises, pour l'essentiel, signé des accords de télétravail nouveaux. À la Société Générale, c'est 2 jours de télétravail par semaine, extensible à un 3e jour pour certaines catégories de population. Et ça veut quand même dire que la demande placée va s'ajuster. Donc on sait à peu près où on va, mais l'à peu près dans le monde de l'immobilier, ce n'est pas une donnée extrêmement séduisante. Et donc il faudra réinventer le bureau, rendre le bureau à nouveau désirable, et on verra, in fine, comment les habitudes de travail, comment le pacte social de l'entreprise se réinventent autour des nouvelles pratiques et des nouveaux usages. Et franchement, ça n'est pas simple. Crack de l'immobilier de bureau? Crack, je ne sais pas. Pour l'instant, l'immobilier de bureau, il ressemble au roseau de La Fontaine. Il plie mais ne rompt pas. Il plie à peine en plus. Enfin, à peine. Quand on voit les résultats des grandes foncières, il plie à peine. À peine. Mais... Je suis très surpris de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est un peu comme s'il avait été congelé pendant le confinement et que la décongélation se fait progressivement. On n'est pas encore arrivé. Vous savez, quand vous sortez... On va sortir les pamoutes du permafrost. Mais sans sortir les pamoutes du permafrost, c'est vrai qu'il y a eu une phase de sidération sur le marché de l'immobilier, tout s'est arrêté. Les chantiers se sont arrêtés 3 mois, les gens ne venaient plus au bureau. C'est clair. Bref, le temps qu'on se réacclimate à ce que pourrait être un nouveau marché de l'immobilier de bureau, il y en a pour un petit moment encore. Et dans mes prévisions, moi je considère que si, à partir du 30 juin, début de l'été, tout le monde est à peu près vacciné, on pourrait repartir dans ce qu'on appelle le new normal, dans les textes des consultants, à partir de septembre. En tout cas, je l'espère. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, cette grande idée là qui revient régulièrement de transformation des bureaux en logements, dont j'ai entendu partout que c'était hors de prix et qu'il valait mieux mettre les bureaux par terre, mais en même temps on comprend bien, économie de matières premières, enfin voilà, c'est sans doute plus simple en termes de gestion de chantier. Là, il y a quelque chose ou pas? Écoutez, en tout cas, le gouvernement pousse pour. Oui, bien sûr.
un chiffre, sur les millions de mètres carrés qui existent aujourd'hui en France, 417 000 mètres carrés seulement depuis 3 ans ont fait l'objet de permis de construire transformation. C'est comme si vous essayiez de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique. Alors c'est peut-être techniquement possible, j'en suis pas sûr, mais imaginons que ce soit possible. Combien ça va vous coûter de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique? Donc, en fait, je le dis d'un mot, c'est un mauvais exemple, Eric, parce que ça coûte pas très cher. Mais bon, je referme la parenthèse. Eh ben alors, écoutez, moi je vais pas essayer. On fera revenir ceux qui font ça, des entrepreneurs formidables. En tout cas, ce qui est important de dire là-dessus, c'est que il existe des bureaux qui ont pu être conçus dans l'idée qu'un jour on les transformerait. Et ceux-là, on peut les transformer. Mais ceux qui ont été conçus à l'ancienne époque pour faire du bureau en bureau, ceux-là ne seront pas transformables parce qu'il y a des questions de cage d'ascenseur, d'alimentation électrique, d'alimentation en eau qui font que, sauf à véritablement y laisser sa chemise, ça ne sera pas économiquement rentable. Il y a un sujet pour la défense, par exemple, là-dessus? Alors, sur la défense, on est plutôt dans une autre évolution, celle de la rénovation lourde des tours. Certaines sont engagées. Et puis, à terme, probablement, ça va signer la fin à la défense des tours monoblocs bureaux. On pourrait imaginer des tours où les premiers étages soient des commerces, puis un hôtel, puis des bureaux, puis des logements, puis en haut un hôtel. Pourquoi ? Parce que les tours de grande hauteur sont extrêmement chères à entretenir. Ce sont évidemment toutes les normes de sécurité. Et pour qu'elles soient supportables au niveau des charges, il faut les répartir entre différents acteurs et notamment les professionnels. Donc moi, je crois que ce qui transformera la défense, c'est une mixité entre des usages différents et des tours qui, au lieu d'être monoservice logement ou monoservice entreprise, seront une espèce de patchwork assez joli quand mais celles oui, qui ça seront peut refaites. être, enfin, parce Ça que, peut être assez sympa. Mais puis c'était dans la tête des concepteurs de Bien ces sûr. fameuses tours il y a maintenant pratiquement 30 ans, mais Tout à simplement ça n'a jamais vu le jour. Mais ça Non. pourrait être effectivement, tout à coup, c'est un village finalement Absolument. qui se retrouve concentré dans une tour. Absolument. C'est probablement ce vers quoi on va. D'abord parce que je crois que les usagers de ces immeubles n'ont pas envie de cette concentration, que ce soit la concentration de résidentiel ou de la concentration de tertiaire. Ce qu'on veut, c'est de la mixité. Ah, mais bien sûr. Et de la mixité des usages et des services à proximité. Colocation. Colocation, coworking. Donc WeWork, Regus, l'ensemble de ces... J'ai l'impression que l'histoire se rejoue. Ça existait déjà. Enfin, moi, je suis peut-être un ancien de l'immobilier, mais rappelez-vous, il y a toujours eu des bureaux partagés à la semaine, au mois. Pas dans ces proportions. Pas dans ces proportions-là. Pas dans ces proportions, mais le concept n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'usage qu'on pourrait en faire de façon industrielle. Moi, j'y crois, parce que ça permettra de faire dégonfler les sièges sociaux et de repeupler des espaces plus conviviaux et mieux dispersés. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera. Ces fameux tiers-lieux, Eric, là, il y a quand même un grand intérêt à ce qu'ils soient mutualisés, finalement. Bien sûr. Entre différentes entreprises. Ben oui. Et confié à un gestionnaire qui sera le gestionnaire du lieu. Dont c'est le métier. Dont c'est le métier. Et ça n'est pas... Et ça vous intéresse, ça? C'est quelque chose qui peut vous intéresser? Alors, ce sont des choses qui nous intéressent. Nous, à la Société Générale, dans la promotion, on fait l'activité classique, développement foncier, construction et revente à un investisseur. C'est plutôt les investisseurs Ouais, c'est ça. qui vont s'orienter là-dedans. Mais regardez, les investisseurs institutionnels qui avaient délaissé le logement s'y réintéressent. Aujourd'hui, ils s'intéresseront à des tiers-lieux parce qu'ils assureront par la diversité des locataires une plus grande assise que d'avoir un seul locataire pour une grande tour. Il nous reste une grosse minute. Moi, je fais un rêve de bouleversement de l'aménagement du territoire qui réglerait mais énormément des problèmes de notre pays. Voilà. De la concentration urbaine autour de Paris au désespoir des Gilets jaunes. Est-ce que le télétravail, alors bien sûr pour ceux qui le peuvent, non, je vous vois faire la moue, vous ne pensez pas que ça va être la révolution de l'aménagement du territoire? Je partage votre rêve, Stéphane, mais soyons réalistes. Regardez les obstacles de toute nature qui s'y opposent. Aujourd'hui, on a une concentration de complexité entre la fragmentation des pouvoirs de décision, l'augmentation de toutes les règles et normes de toutes sortes. Je veux dire, ça devient un Rubik's Cube, l'aménagement du territoire. Donc, on peut tous souhaiter un choc de simplification, mais franchement, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup. Il n'a pas eu lieu. Choc de simplification, il n'a pas eu lieu. Pas autant qu'il serait nécessaire pour réaliser votre rêve. Partagé.
Rêve partagé. Partagé, Eric, bien sûr. Partagé. Éric Groven, donc président de Sogeprom, le promoteur de la Société Générale. Je vous le disais, juste pour terminer cette émission, j'ai tenu à faire une petite rediffusion. Parce qu'il se trouve que, alors bouchez-vous les oreilles Eric, parce que c'est la concurrence, il se trouve que vous avez vu tout ce qui s'est dit autour d'Orange Bank. Bon, on sait maintenant que non, c'est pas Orange qui veut se débarrasser d'Orange Bank, c'est Groupama, qui était l'associé d'Orange dans cette histoire, qui ne veut plus continuer cette histoire. Il se trouve que Paul Delos, le patron d'Orange Bank, était venu nous voir il y a quelques semaines à peine. Interview vraiment passionnante. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous la proposer à nouveau. C'est parti donc avec Paul Delos, le directeur général d'Orange Bank. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul, je suis ravi que vous soyez là. Donc, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait Orange Bank. Si vous n'êtes pas client, Stéphane. Alors... Oh, la bonne réponse. En même temps, il a eu 2 minutes pour réfléchir et tout. J'ai un peu raté mon effet. Elle est venue tout de suite. Super. Ça sert à qui? Ça sert aux clients ou ça sert à Orange? Ou ça sert aux deux? Non, le sujet, moi, alors je me souviens très bien, pour le coup, c'est un dossier qui me passionne, les télécoms et Orange depuis, Didier Lombard et peut-être même avant. Au départ, c'est vraiment un outil de diversification. C'est pensé comme ça pour Orange et pour des télécoms qui deviennent des commodités. Il faut essayer de retrouver de la valeur ailleurs. Voilà. Et c'est là où Exactement. Je comprends toujours pas comment ça s'imbrique. Alors, on va parler d'Orange, on parlera des clients aussi. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est quand même de faire quelque chose d'utile aux clients. À quoi ça sert pour Orange? C'est exactement ce que vous avez dit, c'est retrouver le lien avec le client. Je donne quelques exemples. En Espagne, on a lancé Orange Bank. Un client qui prend Orange Bank, il a 2 fois moins de chances de quitter Orange qu'un client qui n'a pas pris Orange Bank. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est quand on a un téléphone. Un téléphone, c'est de plus en plus cher. Vous prenez le dernier Apple, ça commence à valoir assez cher, le dernier iPhone. Nous, avec Orange Bank, on peut le financer. On peut aider le client à l'acheter sur plusieurs mensualités. Prenez un téléphone, ça se casse, c'est embêtant de le casser. Enfin, tout le monde Nous, on peut l'assurer. Non, mais il y a des startups aujourd'hui qui proposent aussi de financer les téléphones. Donc ça, financer le téléphone. Oui, mais... Non, mais votre chiffre sur l'Espagne m'impressionne beaucoup. Le faire sur un point de vente, dans le cadre d'une vente où le client, directement, il veut le téléphone, on le finance et on l'assure, c'est en termes de service rendu au client, c'est pas mal. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour du paiement mobile. Un mobile, ça peut se financer, s'assurer, et ça peut être utilisé comme moyen de paiement. Il y a une vraie proximité des univers. Alors, je repense à un deuxième argument à quoi ça sert. Parce que ça me paraît artificiel, tout ça. On a demandé aux clients, on a demandé aux Français, si vous deviez prendre une banque ailleurs que dans une banque, vous iriez chez qui? Vous iriez chez un opérateur télécom, vous iriez chez un GAFA, vous iriez chez un grand distributeur. On a posé la question il y a 3 ans. L'opérateur télécom venait en dernier. On a reposé la question il y a 1 an. L'opérateur télécom est venu en premier. Devant les GAFA, ça fait plutôt plaisir. Devant la grande distribution également. Donc ça veut dire que, même dans l'esprit des gens, ça veut dire que vous rentrez dans le... Parce que Carrefour a essayé et pour le coup a arrêté les frais. Oui. Et que vous avez peut-être des poches un peu plus profondes pour pouvoir continuer les frais. Parce que le sujet, c'est que ça coûte quand même toujours beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, non, c'est quoi, c'est 50 milliards le chiffre d'affaires d'Orange à peu près. Enfin, voilà. Donc effectivement, il y a sans doute... Mais ça coûte quand même encore aujourd'hui de l'argent à Orange que d'essayer de nous convaincre qu'il y a un lien entre une banque et un opérateur télécom. Non, mais vous comprenez, Paul. Alors, on va parler de l'Afrique. Et en fait... Là, effectivement, Orange, on le sait assez peu d'ailleurs. Tout à fait. Orange est très présent. Il y a 10 ans, alors non seulement est très présent, mais surtout est dans une modernité de transactions financières qu'on n'a pas, nous, ici en France. Je me disais, super, Orange Bank, en fait, va nous amener la modernité africaine. Non. Alors, là, je ne suis pas d'accord. Quand on demande... On peut parler de l'Afrique 2 minutes. Effectivement, en Afrique, Orange, c'est Orange Money, qui a 50 millions de clients, qui font du transfert d'argent Afrique vers Afrique, un peu nord-sud, mais essentiellement Afrique vers Afrique. 50 millions de clients qui font ça. Et on a lancé Orange Bank Africa au mois de juillet. Après 6 mois d'existence, moins de 6 mois d'existence, Orange Bank Africa a 350 000 clients. On a fait 400 000 crédits. Et on fait juste le boulot que les banques ne font pas. On rapproche alors depuis 10 ans en Afrique, 10 ans j'exagère peut-être un peu, mais pas très loin. Orange Money, on rapproche 2 portables, hop, la transaction est faite. Exactement. Donc, et maintenant, on fait du crédit. Et il faut imaginer, enfin juste je le raconte parce que cette histoire j'ai adoré, il faut imaginer, je crois que c'était au Kenya notamment que ça avait commencé assez fort, la tournée d'un gars qui vend du Coca-Cola et des bouteilles de Coca-Cola dans les villages du Kenya et qui se fait évidemment rançonner quand il est payé en liquide. À partir du moment où Orange arrive avec des portables, c'est fini, il n'y a plus d'attaque de diligence. C'est extraordinaire.
Exactement, et capitalisant on ne là-dessus. fait pas la même chose, nous, aujourd'hui en France, depuis le lancement d'Orange Bank, c'est-à-dire depuis 3 ans? Alors, on fait des choses que les autres ne font pas. Et je pense que ça, j'aime bien ce que vous dites, Stéphane, parce que c'est vrai que c'est dans les valeurs d'Orange que d'apporter l'innovation au plus grand nombre. Aujourd'hui, vous regardez qui sont les clients de la plupart des fintechs, c'est tous les mêmes. C'est des jeunes, mâles, urbains. Vous regardez les clients d'Orange Bank, c'est la France entière. C'est l'âge moyen des Français, c'est le revenu moyen des Français, et c'est la parité homme-femme des Français. Donc on apporte une innovation que les autres, peut-être que d'autres y ont accès dans d'autres néobanques, mais n'empêche que nous, on l'apporte à tout le monde. Et quand on s'appelle Orange, on aime bien se dire que l'innovation, c'est pas juste pour les jeunes mâles urbains, que c'est aussi pour tout le monde. Et ça, vous pensez au Revolut, N26, etc. quoi, voilà. Je pense à l'ensemble des fintechs, l'ensemble des fintechs. Et je vais vous donner un autre exemple. On a lancé pas mal d'innovations. Quand on demande aux clients Orange Bank, qu'est-ce que vous préférez chez Orange Bank? On a fait des trucs super qui sont très utilisés, comme le virement par SMS. Le virement par SMS, personne ne le fait. Mais vous savez ce que les gens mettent en numéro 1 comme fonctionnalité préférée chez Orange Bank? C'est le solde en temps réel. C'est bête le solde en temps réel. C'est juste que quand vous faites une dépense, elle apparaît sur votre téléphone. C'est tellement bête que les banques ne le font pas. Aujourd'hui, vous le savez bien. Non, les banques ne le font pas. Non, aujourd'hui, quelques banques le font, mais elles sont très peu nombreuses à le faire. Parce que c'est vrai que les néobanques le font, en fait. Non, assez peu. Quelques-unes, mais assez peu. Parce que c'est un tout petit peu compliqué à faire. Bah, moi, il y en a une que je connais qui s'appelle Shine, elle le fait, par exemple. Quelques néobanques le font. C'était général. Quelques néobanques le font, mais ça, c'était avant que vous ayez basculé chez Anytime, qui est la fintech qu'on vient d'acheter sur les pro PME. Oui, on va y aller. Mais tout ça pour dire qu'on fait des innovations liées à l'univers telco, le financement terminal, le virement par SMS. Je peux envoyer de l'argent par SMS instantanément à n'importe qui soit client Orange Bank ou pas. Mais néanmoins, ce que les gens préfèrent, c'est avant tout le solde en temps réel. Parce que les néobanques, elles pensent tous qu'elles ont des clients qui ont plein d'argent, qui s'en fichent de dépenser, de regarder, de ne pas avoir leur solde. Mais le Français, l'ensemble des Français, ils ont un budget à gérer. C'est important pour eux de savoir où en est leur solde. Et quand on s'appelle Orange, encore une fois, on aime parler à tout le monde et on aime satisfaire des besoins qui ne sont peut-être pas ceux d'une élite, qui sont celles de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on essaie de faire chez Orange Bank. C'est intéressant. Et est-ce que vous savez la proportion, je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme que vous employez dans la banque, c'est-à-dire en gros les comptes sur lesquels tombe le salaire. Voilà, le vrai compte bancaire, quelle proportion vous avez, vous? Parce que c'est vrai que là, les néobanques, elles en ont très peu, quoi, finalement. C'est souvent des deuxièmes ou des troisièmes comptes. Quand vous posez la question, vous avez, pardonnez-moi, un peu un raisonnement d'ancien banquier. Le compte sur lequel tombe le salaire, quand on est néobanque, on regarde l'activité des comptes. Alors moi, je peux vous dire, les comptes sur lesquels tombe le salaire, sur mes clients premium... c'est pas le plus important, celui-là? Non, le plus important, parce que les banques vont vous dire, si vous faites un crédit immobilier chez moi, je veux le salaire. C'est exactement ce qu'elles disent. Je vais vous donner le chiffre. Chez nous, sur nos clients premium, c'est de l'ordre d'un tiers qui ont mis leur salaire. Quand même. Mais sur nos clients premium. Sur vos clients premium. Sur les clients premium, mais les clients premium aujourd'hui sont la majorité de notre conquête. Mais ce qui compte, c'est l'activité des comptes. C'est-à-dire, est-ce que quand vous sortez votre carte, c'est la carte Orange Bank que vous sortez? Moi, je pourrais vous sortir mes cartes, j'en ai 5 ou 6. C'est la carte Orange Bank que je sors d'abord. Et heureusement. Mais aujourd'hui, on a un taux de clients actifs hebdomadaire qui est 2 fois supérieur à celui des néobanques. Et c'est ça qui compte pour nous. C'est qu'on veut être la carte qu'on utilise. Alors oui, on est banque secondaire parce que les clients, ils ont leur PEA ailleurs, ils ont leur assurance vie ailleurs pour l'instant. Mais ce qu'on veut, c'est que dans la gestion au quotidien, c'est nous qui les utilisent, parce qu'on veut leur offrir des services, le virement par SMS, le paiement mobile, des assurances sur leurs achats. Quand vous avez une facture Orange et que vous avez un compte Orange Bank, on vous rembourse une partie de facture Orange sur votre compte Orange. Quand vous faites des dépenses chez Orange, on vous rembourse une partie de vos dépenses. On veut être la banque du quotidien. Autant vous me convainquez quand vous me parlez de stratégie bancaire, autant sur vos synergies. Mais sauf un truc, parce que... Et je l'ai déjà dit d'ailleurs, Frédéric Oudéa, quand il était venu nous voir, enfin c'est un des arguments qu'il met en avant. Il dit, ok, les néobanques, tout ça, machin, lui-même rachète Shine, d'accord. Il dit, mais à un moment, quand il faudra choisir où mettre votre vrai argent, ce sera compliqué pour vous d'aller le confier à une néobanque. Et je dois dire qu'Orange, c'est vrai, offre une forme de réassurance. Bien sûr. Bien sûr, la banque lituanienne avec une licence estonienne offre moins. On ne parle pas de celle-là. On parle pas de celle-là. Voilà. Oui, bien sûr, parce que Orange Bank, c'est l'institution Orange, et ça pour les clients c'est rassurant, parce que nous, contrairement à d'autres néobanques, on est en France, on paye des taxes en France, on est assujetti en tant que banque localisée en France aux règles d'anti-blanchiment de la Banque de France, alors que vous prenez d'autres néobanques, et on ne les citera pas, qui opèrent en France depuis l'étranger, elles ne payent pas de taxes en France, elles n'ont pas de collaborateurs en France ou très peu. Moi, tous mes collaborateurs, mon call center est en France, à Montreuil et à Amiens, et puis elles appliquent les règles anti-blanchiment du pays d'où elles émettent leurs cartes.
Je pense que ça a de la valeur aussi, ça, aujourd'hui, de se dire que, face à une mondialisation un peu folle, parfois, une institution comme Orange, qui essaye de faire du métier bancaire comme elle fait du métier telco, c'est-à-dire avec de la qualité, en étant présent sur le territoire français, ça veut dire quelque chose. On parle de... Alors, j'ai vu des chiffres dans tous les sens, mais c'est quoi le vrai bon chiffre? Parce que vous avez... moi, j'ai vu 600 000 clients, c'est ça Alors, je vais vous donner le vrai bon chiffre. Orange Bank, en Europe, France plus Espagne, c'est 1,2 million de clients, dont 500 000 ont une assurance mobile et 800 000 ont un compte ou une carte. Et en France, 700 000 ont un compte, une carte. Et en France? L'immense majorité est en France. L'immense majorité est en France. Ouais, mais les fameux 4 ou 500 000, effectivement, qui est une assurance mobile, vous ne pouvez pas les compter comme clients bancaires, ceux-là. C'est juste qu'ils ont pris l'assurance mobile pour Orange Bank, mais c'est pas... Enfin, je ne sais même pas combien ça peut coûter une assurance mobile, mais c'est pas les quelques... Autant qu'une carte bancaire. C'est pas les quelques euros par mois qu'ils vous donnent qui font... Autant ça compte autant qu'une carte bancaire. Donc pour vous, c'est un client bancaire, ça, le gars qui assure son mobile. Là aussi, Stéphane, je me permets, vous raisonnez un peu comme les banquiers traditionnels, pour qui il y a le compte. Alors, quand on a le compte, c'est important. Et après, comme sur une marguerite, on va mettre des pétales autour du compte, l'assurance vie, la carte et tout. Ouais. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Français, il consomme de la banque comme n'importe quel produit. C'est-à-dire qu'il va prendre son assurance là, il va prendre son crédit là, il va prendre son compte là. Le monde où on force le client, dans une relation un peu quand même de puissance de la part du banquier, à s'équiper d'un compte, et après on lui dit « Oui, tu as été un bon client, donc maintenant je vais te donner droit à un crédit. Ouais. » Ou je propose... Non, le client, il fait son marché bancaire, et bien chez nous, sur les 1,2 million, vous en avez 500 000 qui ont une assurance, effectivement, et que ça, et puis vous en avez le reste, 700 000 qui ont un compte ou un crédit. Mais c'est le client qui choisit ce qu'il veut, c'est pas moi qui lui dis « Tu commences par rentrer par ce produit. » Je peux vous le dire, ça m'est arrivé hier, je vais pas citer la banque, mais ça m'est arrivé hier, vous faites une opération, et le gars vous dit « Tiens, je vais en cadeau vous donner une carte premier, mais elle sera au même prix. » Mais je m'en fous complètement, j'en ai pas besoin. C'est absurde. C'est exactement ça. Parce que... Et alors, non, mais pour en rester, parce qu'on a beaucoup de temps et c'est très sympa, mais le temps tourne quand même. Et donc, ça veut dire que pour Orange, dans sa stratégie, c'est finalement m'accompagner, moi, particulier client, dans un autre univers de ma vie et m'entourer de la marque Orange dans un autre univers de ma vie. En faisant en sorte que sur chaque produit que je vends aux clients, je rajoute un petit bout de contenu Orange. Et donc ça va être. Et ça vous freine pas justement dans votre développement? Il n'y a pas parfois comment est-ce que je vais appeler ça, des oppositions de stratégie ou des biais de stratégie qui font que Orange va vous demander de faire quelque chose que en fait vous n'avez pas forcément envie de faire? Mais moi, je n'existe pas pour faire de la banque pour la banque. Moi, je fais de la banque pour Orange. Autrement, Orange Bank, ça serait une néobanque de plus. Mais personne ne pourra nous voler le fait de faire du cashback sur Orange, le fait de faire du virement par SMS. C'est une invention brevetée par la recherche Orange. Orange, chaque année, a des milliers de chercheurs et on a dû déposer 300 ou 400 brevets sur le domaine bancaire. Et donc, autrement, on serait une néobanque de plus. On est la néobanque d'Orange, on se parle, mais plusieurs fois par semaine avec la patronne d'Orange France, Fabienne Dulac, on est totalement alignés. Elle a besoin de ce petit outil qu'est la banque, et nous, on a besoin d'Orange, notamment pour nous distribuer, puisque... 300 à 400 brevets sur le domaine bancaire? Oui, bien sûr. Le virement par SMS, le domaine bancaire partout dans le monde. Et autour des paiements, autour de l'ensemble de ces éléments qui sont aujourd'hui les éléments les plus critiques. Exactement. Jack Ma, Alibaba, Ant Financial, enfin on parle que de ça, Wirecard, etc. On parle que de ça. J'espère pas finir en prison pendant 3 mois. Mais... Exactement. Mais notamment avec sa fortune, ça se joue. C'est vrai. Ça se discute. Ça se discute. 3 mois de prison en Chine pour la fortune de Jack Ma. Je suis pas comme ça, moi. mais tous ces 300 brevets, c'est notamment aussi en Afrique, quand on a inventé le transfert d'argent, Orange Money, quand on a inventé Orange Bank Africa. Orange Bank Africa, on prête à des gens que les banques ne regardent même pas, on leur accorde un crédit dans la seconde. Et ça demande quand même un peu d'intelligence, et ça, les banques n'arrivent pas à le faire. Juste un truc comme ça, vous n'allez pas vouloir répondre, mais il y avait eu l'idée de mettre en bourse cette puissance africaine, là, à un moment, et puis ça a été oublié, laissé de côté. Ça fait partie des réflexions. Ça fait partie des réflexions, mais il n'y a pas... À un moment, c'était demain, quoi. Ça y est, on allait le faire, absolument. Et puis ce qui est certain, c'est que... Ça raconte une histoire dingue, quand même. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'Orange, en Afrique, c'est incroyablement puissant. Et c'est vrai, je trouve que les investisseurs ne le valorisent pas à la hauteur de ça représente en termes de croissance, en termes de qualité, puis même en termes d'impact sociétal. Et alors, les investisseurs vous dire l'Afrique, c'est dangereux. Non. Quand on regarde la trajectoire d'Orange en Afrique, c'est une trajectoire qui est extrêmement stable. Donc, oui, je regrette effectivement que les investisseurs ne le valorisent pas plus. On parle
parle, mais on oublie l'essentiel, effectivement, qui est Anytime. Et donc, ce qui était le claim de cette interview, c'est-à-dire, vous débarquez sur le marché business. Exactement. Avec donc cette néobanque Anytime. On a acquis Anytime en toute fin d'année dernière. Française, Anytime? Française. Je ne connaissais pas. Créée, enfin, entre la France et la Belgique, mais créée par deux Français, deux entrepreneurs qui avaient déjà créé une entreprise avant, qui ont créé Anytime ensuite, Damien Dupuis, Thierry Père. Et Anytime, c'est une banque dédiée aux pro-PME. Mais ce qu'on a aimé, c'est que c'est plus qu'une banque, comme Orange Bank. C'est-à-dire que vous allez chez Anytime, vous êtes entrepreneur, Stéphane, vous pouvez le savoir. Ce que l'entrepreneur n'aime pas faire, c'est tout ce qui n'est pas son cœur de métier. Et bien, chez Anytime, on vous l'apporte. C'est-à-dire vous pouvez faire votre création d'entreprise. Ça gère vos comptes, vous pouvez faire des devis, vous pouvez envoyer des factures, relancer les clients. Et puis tous les mois, toute l'info qui est dans le compte Anytime, hop, ça part directement dans votre compta sans que vous ayez rien à faire. Ça veut alléger la vie de l'entrepreneur et ça réussit plutôt bien. Je suis obligé de le dire, mais Shine ou Conto font la même chose. Hein. Mais c'est très très bien, c'est absolument formidable. Avec chez Anytime un positionnement peut-être un tout petit peu plus haut de gamme en termes de clients, effectivement, mais c'est effectivement assez oui, proche. c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle cible plutôt, notamment Shine, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les gens comme ça. Anytime aussi, mais quand on regarde le mix client, il y a aussi chez Anytime une proportion d'entreprises un peu plus importante. Et alors là, pour le coup, vous allez nous refaire le coup des offres groupées, avec Orange Business, et là, il y a un enjeu... alors, offres groupées, j'aime pas le mot, mais oui, on va effectivement packager des offres pour les entrepreneurs. Par exemple, Anytime, c'est tout ce que je vous ai apporté, tout ce que j'ai dit, mais Orange, chez les entrepreneurs, c'est de la téléphonie, c'est de la cybersécurité, c'est aussi de la gestion CRM. Orange propose aux clients entrepreneurs de gérer leur site internet, d'organiser tout le CRM, que Customer Relationship Management. Avec Anytime, on pourra proposer à l'entrepreneur tout un ensemble de services qui auront du sens pour lui. Bon, c'est intéressant, hein. C'est un très beau projet. C'est intéressant. C'est un marché plus rentable, le marché entreprise? Oui, beaucoup plus rentable que le marché particulier. Pour la banque, je parle. Hein, Sur le marché entreprise, vous avez, y compris pour les fintech, souvent un revenu annuel par client qui est de l'ordre de 400 à 500 euros. Sur les particuliers, alors ça c'est un des éléments que j'ai changé en arrivant chez Orange Bank il y a 2 ans, on était très largement sur du gratuit. 20% des clients prenaient... Enfin, même sur du perdant, parce qu'il y avait la conquête client que vous n'arriviez pas à rattraper. Quoi. Mais 20% des clients chez Orange Bank il y a 2 ans prenaient une offre payante. Aujourd'hui, c'est 80% de nos clients qui prennent une offre payante. Comment ça se fait? C'est qu'on a investi sur la qualité de l'offre, qui est une qualité maintenant très très solide. Enfin, on a un net promoter score qui a de part avec les meilleurs des fintechs. Donc ça, c'est la recommandation par ceux qui sont clients. Hein. Exactement, c'est la part des clients qui vous recommandent, moins ceux qui ne vous recommandent pas. Donc on a un des meilleurs NPS du marché. On a une offre premium qui a maintenant un contenu assez fort, ce qui fait qu'on est passé de 20% de clients payants à 80% de clients payants. Et vous perdez encore, 100 millions d'euros par an? Un peu plus. L'an dernier, Orange Bank aura perdu autour de 130 millions d'euros. Mais je comprends, c'est dans le cadre d'une stratégie. À un moment, quand même, vous avez la pression pour devenir rentable, on vous évidemment, dit... Évidemment. Et depuis 2 ans, on a réduit nos pertes de 25%. Mais vous voyez, c'est toujours amusant, quand amusant ou pas, je ne sais pas. Mais on me dit Orange Bank a perdu 130 millions d'euros. Je serais une fintech, on me dirait, on a investi 130 millions d'euros dans Orange Bank, c'est super. Tu as parfaitement raison. Et c'est des investissements. Tu as parfaitement raison. Et quand Orange installe des réseaux fibres, c'est des investissements. Orange investit dans la banque. Et la vision de Stéphane Richard, c'est une vision long terme sur la banque. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Paul Delos, le directeur général d'Orange Bank, était notre invité sur Bismart. Voilà, c'était donc Paul Delos, le directeur général d'Orange Bank. Oui, il y a bien une stratégie quand même pour Orange Bank. Et c'est quand même diablement intéressant. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart. Bonne soirée à vous.